Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler milieu hospitalier, voir un petit peu c'est quoi ce collectif interhôpitaux qui existe également à La Réunion, voir qu'est-ce que demande aujourd'hui le personnel hospitalier. C'est dans Causement Réunionnais. Et pour nous en parler, deux personnes de ce milieu hospitalier. Donc, d'abord, Véronique Boisson, médecin, bonsoir. Bonsoir. Et également Cédric Daïdek, bonsoir également, vous êtes infirmier. Alors, d'abord, c'est quoi ce collectif interhôpitaux ? À vous de... Alors, le collectif interhôpitaux, c'est un collectif qui permet de fédérer en fait des hôpitaux sur un territoire et qui existe au niveau de la Réunion depuis environ un an. Et un peu plus d'un an en métropole, on est à peu près 120 collectifs à représenter. 120 hôpitaux dans le collectif. Alors, il peut y avoir un peu plus, parce que par exemple les hôpitaux de Paris sont nombreux, donc il peut y avoir un collectif sur une structure hospitalière. Donc c'est 120 collectifs alors. Voilà, 120 collectifs. Et qui a pour but de défendre l'hôpital public. Alors défendre l'hôpital public, et je pose la question à Véronique Boisson, ça signifie quoi pour le milieu hospitalier ? Parce que je pense que le public a peut-être une autre vision de cette démarche. L'hôpital public, on insiste bien sur ce mot-là, c'est l'hôpital public, c'est offrir des soins de qualité, des soins pour tous. Et donc, tout le monde a le droit à avoir des soins de très haute qualité, performants, avec de la recherche, de la qualité. Et je distingue bien l'hôpital public des structures privées, parce qu'à l'hôpital public, on accepte tout le monde. Et le patient qui est diabétique, qui est un petit peu malade du rein, un peu malade du cœur, qui a le pied présente une plaie, il va pas à l'hôpital dans des structures privées, parce que c'est des situations complexes, qui prennent du temps, qui se compliquent, et il n'y a qu'à l'hôpital qu'on soigne ce genre de pathologie. Alors, je vais prendre trois points de repère. Avant le Covid, après la démarche qu'il y a eu au niveau du gouvernement pour les hôpitaux, et aujourd'hui. Alors, commençons juste avant le Covid. Quel était l'état des lieux du milieu hospitalier ? Est-ce que c'était ça répondait à la demande, en tout cas aux demandes des professionnels, ou est-ce que les revendications étaient toujours les mêmes et on continue à marteler le pavé pour dire on a besoin de moyens ? En fait, non, avant le Covid, il y avait déjà un gros problème. Les collectifs, notamment Interurgence, qui est le premier collectif qui s'est monté en métropole, parce qu'il y a des gros problèmes, des grosses tensions au niveau des urgences, pointait des problèmes bien plus d'un an avant le Covid. Ensuite, il y a eu le collectif interhôpitaux qui permettait de regrouper plusieurs services et pas que les urgences. Et le problème était déjà là. On a eu 70 000 lits fermés en 15 ans. C'est énorme. Et du coup, une perte de chance et de qualité de soins pour les gens, en fait. Alors, allez-y. Oui, je veux dire, il y a une politique d'austérité très marquée depuis le plan Juppé, depuis 96, surtout depuis 10 ans, depuis 2008, où on demande aux hôpitaux de faire des économies. Donc, en fait, le budget de l'hôpital est en dessous de l'évolution naturelle des dépenses. Donc en fait, on demande à l'hôpital de faire des économies. Donc il y a une véritable politique d'austérité depuis 10 ans. Et si bien avant le Covid, ça faisait plus d'un an que les blouses blanches sortaient dans la rue, et je peux vous dire pour que des personnels hospitaliers sortent dans la rue, c'est que il y a vraiment urgence. Parce que c'est pas du tout dans notre mentalité, c'est que on ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions-là. On avait l'impression que la personne qui arrive qui était malade, qui est malade, commençait à être moins bien soignée qu'avant. Donc c'est pas du tout acceptable. Il y a eu le début du Covid, de la pandémie, dans cette épidémie. Là, est-ce que le fait qu'il n'y avait plus assez de lits en réanimation, est-ce que ça a été aussi un révélateur de cette évolution du milieu hospitalier français ? Je vais te laisser parler plus sur la réanimation. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que on s'est aperçu qu'on n'avait aucune marge de manœuvre. Donc ça fait un moment qu'on n'a plus de marge de manœuvre, que l'on crie au loup, puisque
l'activité augmente, mais le personnel diminue, les lits diminuent, donc le personnel arrive à saturation parce qu'il n'arrive plus à faire face, il n'a pas l'impression de faire son boulot correctement, que justement avec toutes ces économies qu'on demande à l'hôpital, l'investissement est en chute libre depuis plus de 10 ans. Donc, vous voulez réparer, entretenir une voiture, vous savez que quand vous la entretenez régulièrement, elle continue à fonctionner. Quand vous commencez à plus remplacer, ça fonctionne plus. On est un petit peu dans cette situation-là. Donc, le problème était déjà extrêmement aigu et criant bien avant le Covid. Le nombre de lits en réanimation, c'est juste un révélateur qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Et d'ailleurs, pour pouvoir prendre en charge les patients qui présentaient le Covid, il a fallu déprogrammer, dire ne plus hospitaliser certaines personnes qui en avaient besoin, et ça commence à poser problème. Et donc, ça montre bien qu'on n'avait pas du tout moyen de faire face. Que faut-il penser des actions qui ont été menées dans les hôpitaux? On a vu, il y a eu quelques manifestations de la part du personnel du CHU de Saint-Denis. À ce moment-là, que revendiquait ce personnel? On parlait des revendications lorsqu'il y a eu une de grève. En fait, c'est un peu mixé. C'est-à-dire que nous, c'est même revendication générale depuis pareil 10 ans, mais là ce sont des syndicats, donc c'est un petit peu différent, même si on peut cohabiter sur l'espace de revendication. C'est l'arrêt surtout de la fermeture des lits et la revalorisation salariale, c'est les deux gros piliers. Mais pour ce qui concerne le collectif interhôpitaux, le premier élément n'est pas la revalorisation salariale, mais d'abord les lits. C'est les lits, et donc d'avoir suffisamment de moyens pour soigner, c'est ça la démarche? Oui, c'est ça, et quand on parle de lits, on parle pas que de lit, évidemment, on parle de personnel, c'est-à-dire que pour un lit, vous avez le médecin qui va avec pour gérer le patient, ainsi que l'agent hospitalier, l'infirmier, l'aide-soignant et toute personne qui tourne autour, y compris les biomédicaux, les administratifs. Il y a eu une démarche après, à un moment, c'est l'ambulatoire. Est-ce que le fait de dire que les gens viennent le jour, rentrent chez eux la nuit, est-ce que qu'a proposé le gouvernement, ça a été une réponse à vos revendications? Alors, la réalité, c'est que on a mis l'ambulatoire pour faire des économies. Enfin, j'exagère un petit peu, mais à peine. C'est-à-dire que effectivement, c'est toujours, ça peut être porteur de se dire, c'est pas la peine forcément de rester la nuit dans l'hôpital pour faire des bilans type. Mais actuellement, on s'est dit, l'hospitalisation coûte trop cher. Pourquoi ? Parce que c'est des nuits que l'on paye avec du personnel qu'on paye la nuit, et donc on va faire venir les gens que la journée. Mais pour ça, il faut faire une étude avant pour savoir qui était éligible à l'ambulatoire. Il faut des gens qui puissent qui puissent revenir facilement à l'hôpital s'il y a un souci. Il faut donc pas être habité trop loin, être motorisé. Il faut pas être trop malade. À La Réunion, on est chez des gens qui habitent des fois très loin, qui sont pas motorisés, et on a des pourcentages de maladies chroniques plus importants, avec notamment le diabète, les insuffisants rénaux, les maladies cardiovasculaires. Donc on n'est pas autant éligible qu'en métropole où il y a des solutions de recours. Donc ce ne sont pas des solutions, c'est des solutions que l'on nous a imposées sans étude au préalable pour justement faire des économies sur le personnel, parce que les économies sur un budget de l'hôpital, la masse du personnel, c'est 60 à 66% du budget. Donc on essaye de voir comment on peut faire travailler moins de personnel. Mais le malade, lui, il a besoin de quoi ? Il a besoin de tout le monde. Il n'a pas besoin de diapositives avec des administratifs qui nous expliquent comment faire fonctionner l'hôpital. L'hôpital, c'est une aide-soignante, c'est une infirmière, c'est une psychologue, c'est un technicien de radiologie, c'est un manipulateur, c'est un blanchisseur. Toute cette chaîne-là est très importante, et c'est normal, et tout cela, ça a un coût. Si l'ambulatoire n'est pas la solution pour vous, c'est de nouveau d'ouvrir les lits et d'avoir du personnel ? Oui, c'est ça. Entre autres, le collectif a validé 4 motions, donc 4 axes importants et 4 grandes revendications. Et il y en a un qui est sur justement la qualité des soins et les conditions de soins. Et donc on demande l'arrêt, en tout cas un moratoire sur la fermeture des lits. Il faut que les Réunionnais sachent qu'actuellement, alors je n'ai pas de notion sur la Réunion, mais actuellement en France, on ferme encore des lits alors qu'on est en pleine pandémie.
Ça, il y a au moins 1500 lits qui sont en cours de fermeture et projetés, alors qu'on en pleine vague, en pleine seconde vague. Et donc, on veut un moratoire sur ça, et après, chaque discussion, enfin, qu'il y ait une vraie discussion sur chaque fermeture de lit, qu'il y ait un pour et contre pesé, quoi. Que ce soit vraiment, et pas seulement pour une condition d'économie. C'est juste un choix politique d'investir. On investit moins que les pays européens. Et justement, à La Réunion, on subit depuis quelques années ce qu'on appelle le COPERMO. Donc, c'est des structures gouvernementales pour aider les hôpitaux à financer notamment des investissements structurels. Et ils ont regardé un petit peu la copie, ils ont dit vous n'avez pas assez d'ambulatoires. Donc, on est en train actuellement de fermer des lits d'hospitalisation conventionnels pour faire plus d'ambulatoires. Et on est très inquiet de savoir si on pourra faire face et prendre en charge correctement les patients. Et il y a quelque chose quand même à La Réunion qu'il faut voir, c'est que il y a quand même quelques cliniques qui s'ouvrent, quelques structures qui s'ouvrent comme ça, qui donc remplacent un petit peu, enfin qui font le soin et qui s'occupent des malades. Est-ce que pour vous, comment vous voyez cette évolution de donner la place aux cliniques comme ça se fait actuellement à La Réunion? Il y a un besoin, quand il y a un besoin de santé, les cliniques peuvent répondre à ce besoin de santé, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'hôpital. Comme l'a dit Véronique tout à l'heure, on a des spécificités. Les réanimations, vous ne les avez pas dans le privé, tout simplement. Donc si vous saignez l'hôpital public, à un moment donné, la santé des Réunionnais et des Français en général va se dégrader. Et ça, c'est sûr. Donc du coup, bien sûr qu'il y a une part sur le privé, on n'exclut pas du tout le privé. Notre travail est plutôt de dire, on veut valoriser le public, le consolider et le renforcer actuellement. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les patients ne peuvent pas rentrer et être hospitalisés avec le même niveau de soins dans les structures privées qu'à l'hôpital. Le patient qui a plusieurs pathologies en même temps n'ira pas dans une structure privée. Dans une structure privée, il leur faut des choses très simples, standardisées, et donc on ne peut pas tout soigner à l'hôpital, aux structures privées, loin de là. Alors, ici, à La Réunion, avec la direction des différents hôpitaux, est-ce qu'il y a possibilité d'échanger, d'avoir des dialogues, de propositions pour l'instant, ou bien c'est chacun campe plus ou moins sur sa position? Moi, j'ai pas de contact avec les directions hospitalières, les syndicats l'ont, le collectif est assez naissant en fait sur La Réunion, donc je sais pas si toi après avec ton rôle médical, peut-être au sein des CME, tu peux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les directions, il faut savoir les directions générales, elles, entre guillemets, subissent les pressions de l'ARS qui sont une courroie de transmission directe du ministère. Donc ils ont très peu de marge de manœuvre. La réalité, elle est là. Donc c'est pour ça que nous, on interpelle directement les sénateurs et les députés, notamment pour le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui a été voté déjà au niveau des députés. D'ailleurs, beaucoup de députés de La Réunion ont voté contre et on les en remercie. Maintenant, on a refait une demande au niveau des sénateurs, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le financement. Et même si on a l'impression qu'il y a un budget en hausse, il y a une partie du budget qui est liée au surcoût lié au Covid et qui ne correspond pas au fonctionnement habituel, on va dire, de routine des hôpitaux. Et il manque encore 1 milliard pour fonctionner. Donc on va être encore sous-doté. Le gouvernement n'a pas annoncé justement de budget supplémentaire pour... récemment Alors, il y a un budget supplémentaire qui sont liés au surcoût Covid. Ah d'accord, c'est que sur voilà. le Covid. Donc en fait, le budget est toujours un petit peu augmenté parce qu'il y a un pourcentage d'augmentation par rapport à l'évolution naturelle, mais il est encore bien en deçà de l'évolution naturelle. Généralement, le budget, en ce moment, il est toujours voté autour de plus de 2,5%, que l'évolution naturelle des dépenses sont autour de plus de 4%. Donc il y a toujours un delta qui fait qu'on a entre 800 000 et 1 milliard de déficit sur les hôpitaux. Donc il s'est annoncé une augmentation du budget chaque année, sauf qu'en fait, au final, avec le coût de la vie qui augmente, tout ça, le budget ne suit pas. Donc mécaniquement, ils annoncent une augmentation du budget et l'hôpital perd de l'argent. Enfin, ma question va peut-être vous paraître superflue, mais je veux dire, hormis le financement par la sécurité sociale, il n'y a pas d'autres moyens de financement aujourd'hui pour les hôpitaux.
Ah non, c'est le financement principal en fait, à moins de faire rentrer une part du privé dans le public. Mais sinon, non. C'est la sécurité sociale, donc les cotisations salariales qui permettent de financer. Alors, quelle va être votre démarche dans les jours qui suivent? Comment allez-vous vous manifester? Comment allez-vous faire connaître un peu plus vos revendications? Alors pour l'instant, on se veut d'être les relais locaux du collectif national. Et donc du coup, on essaie de se faire connaître en se médiatisant en venant chez vous, en venant par les réseaux Facebook et Twitter notamment. Et après, on communique en interne au niveau des hôpitaux. Donc c'est un mouvement qui est un peu naissant sur La Réunion. Et on essaye, on recrute un peu du monde et des bonnes volontés pour ça. On a manifesté déjà aussi bien, je vous entendais parler de Saint-Denis, mais c'est Saint-Denis, Saint-Pierre, l'Est, l'Ouest, on est tous, on a participé depuis plus d'1 an à toutes les manifestations. Donc il y a 33 chefs de service qui ont démissionné. Tout ça, c'est aussi dans le cadre du mouvement du CIH. Donc ça fait quand même 1 an qu'il y a des manifestations qui se mettent en place. On a interpellé aussi effectivement les sénateurs et les députés. Alors, ma question, ça concerne le public. Est-ce que le public est sensible à votre démarche? Est-ce qu'il entend ce que vous dites? Et est-ce que sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez réussi à mobiliser un petit peu, à faire comprendre au public pourquoi cette démarche et combien il est important pour vous qu'il y ait des moyens pour maintenir la qualité de santé? Alors, on a des gens qui nous suivent sur les réseaux, mais je trouve que c'est un petit peu délicat. J'ai l'impression qu'ils ont la tête un peu ailleurs avec le Covid actuellement, ce qui est tout à fait légitime. Mais donc, on essaie de faire un peu de pédagogie, qu'ils expliquent, de leur expliquer les enjeux qui sont derrière. Les enjeux peuvent sembler lointains parce qu'ils sont pas forcément concernés directement par un problème de santé à l'hôpital, mais leurs proches, leurs enfants, un jour ou l'autre, de toute façon, on est confronté à l'hôpital. L'hôpital, il n'y a pas d'urgence privée en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'urgence privée, vous pouvez pas aller aux urgences privées et ça n'existe pas. Donc s'il y a personne, s'il n'y a pas assez de personnel, vous allez attendre beaucoup, vous allez avoir une perte de chance et moins de moyens face à vous, avec des équipes qui ont un turnover très important, c'est-à-dire qu'ils se renouvellent en permanence, une grosse charge de travail parce qu'il y a beaucoup trop de patients par rapport au nombre de personnel. Donc nous on demande aussi un ratio, une proportion fixe entre le nombre de personnel et le nombre de soignants, histoire qu'une infirmière se retrouve pas avec 30 patients, ce qui est quand même très compliqué. Et donc voilà, j'ai un peu dérivé, mais c'est vraiment c'est vers ça qu'on veut essayer d'expliquer aux gens progressivement et on aimerait bien qu'ils puissent venir sur les manifestations aussi, en tout cas sur les prochaines à venir. Alors il faut savoir qu'une des coprésidentes du CIH est Marie Citrini, qui est la représentante des usagers au niveau de la PHP. Donc notre mouvement, il est apolitique, il est non syndiqué et il rassemble tout le monde. Donc on est ouvert à tous parce que la personne la plus concernée, c'est quand même l'usager. C'est effectivement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des lits pour les accueillir, du personnel pour s'en occuper et correctement, pas une infirmière pour 15 voire 15 malades des fois la journée, donc et qu'on ait des infrastructures qui correspondent. Donc voilà, c'est très simple comme revendication. On avait donc le ratio des lits, on veut des infirmières en nombre, on veut un changement de financement pour qu'on soit pas dans cette démarche marchande de faire de lac pour juste essayer d'avoir des moyens. On veut que les infirmiers, les aides-soignants, les usagers puissent participer au fonctionnement de l'hôpital. Cet hôpital, il est pour le public, il est à nous, c'est à nous de nous emparer de ce joyau. Il y a beaucoup de pays, notamment les Américains, les Anglais, nous envient ce système de santé. Il est urgent de le faire vivre et d'éviter qu'il périclite, parce que vraiment, c'est insidieux. Mais là, on sent une très nette dégradation de la qualité des soins depuis plus de 10 ans. Et si on n'agit pas maintenant, on court vraiment à une très grande perte du service public. Quel va être le prochain mouvement ou la prochaine étape de ce que vous faites là aujourd'hui ? Pour l'instant, il n'y en a pas de fixé à ma connaissance. Je pense qu'on attend la fin le vote ou non du plan de financement de la sécurité sociale. Et je pense que d'ici la fin d'année, il va y avoir quelque chose. C'est un peu contraint du fait du Covid et l'interdiction de se regrouper.
Donc, en tout cas, on sera présent sur les réseaux sociaux, le Facebook CIH La Réunion ou CIH 974 pour le Twitter. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que dès que vous aurez d'autres informations, je vous inviterai, je vous accueillerai donc sur ce plateau pour que vous puissiez donc exposer votre démarche donc au public et à la population. Merci. Merci de nous avoir reçus. À Cédric Daïdec et merci à Véronique Boisson, donc médecin elle. Donc pour ces informations, on aura l'occasion donc de vous revoir et voir un petit peu quelle est l'évolution de cette situation. Merci à vous. Merci. On va passer à autre chose.